L'antenne. Merci Dilo. Bonsoir à tous ceux qui sont avec nous dans ce direct. Donc, nous parlerons aujourd'hui de la réforme de l'islam et précisément, j'essaierai de répondre à trois questions précises. D'accord. Pourquoi la réforme de l'islam, on en parle aujourd'hui? Pour qui cette réforme est-elle destinée? Et la troisième question, comment doit-on procéder? Avant de commencer, j'aimerais préciser et souligner une chose importante, c'est que la réforme de l'islam n'est pas la première réforme dont les pays musulmans ont besoin, mais la seconde. La première réforme dont les pays musulmans comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, je cite ces quatre pays, est la réforme politique. Autrement dit, il faut qu'il y ait une séparation de la politique et de la religion. Et cette autonomisation de la politique est nécessaire pour que l'État puisse se réaliser en tant qu'État moderne. Il faut qu'il se réalise en tant qu'État moderne, autrement dit, pour que l'État puisse être l'État de tous les individus, car c'est le premier objectif d'un État moderne. Le premier objectif d'un État moderne est d'être l'État de tous les individus. Autrement dit, il faut que l'État considère tous les individus sur le même pied d'égalité. Or, un État qui se dit appartenir à une religion particulière ne peut pas considérer les individus tous sur le même pied d'égalité. Comme c'est le cas de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, évidemment, lorsque la religion s'introduit au sein de la politique. Dans ces pays, les individus ne sont pas tous musulmans et quand ils sont musulmans, ils ne sont pas tous musulmans de la même manière, étant donné qu'au sein de l'islam, il y a plusieurs islams. Donc, en se déclarant appartenir à un islam particulier, à un islam et à un islam particulier, comme c'est le cas de l'Algérie, qui déclare le ministre ou le ministère des Affaires religieuses déclare que l'Algérie appartient à l'islam malikite. Donc, l'État se présente donc comme celui d'une partie de la population, celle qui appartient à cette religion, et non de toute la population. Voilà ce qui empêche l'État de se réaliser en tant qu'État moderne. Mais je le dis évidemment pour l'islam, étant donné que l'islam s'introduit au sein de la politique. Le deuxième objectif de cette séparation de la politique et de la religion consiste à permettre à l'État de réaliser ses objectifs. Donc l'État se réalise et réalise ses objectifs. Le premier objectif de l'État moderne est celui de la réalisation de la justice sociale. La justice dans sa conception moderne, autrement dit, la justice qui est fondée sur le principe de l'égalité. Donc, l'objectif de l'État est de réaliser l'égalité de tous les citoyens. Ces quatre pays du nord de l'Afrique stipulent tous dans leur constitution que l'État garantit l'égalité de tous les citoyens. Donc, je déduis que ces pays, tous les quatre, veulent bâtir un État moderne, comme l'Algérie. L'Algérie dont l'article 32-34, quand on lit ces articles, on voit que l'État stipule l'égalité de tous les citoyens. Nous avons la même chose dans la constitution tunisienne, avec l'article 21, dans la constitution marocaine, avec l'article 19, et dans la constitution égyptienne, avec l'article 11 et l'article 53. Donc, les quatre pays du nord de l'Afrique
on voit qu'il y a, je dirais, un désir ou une volonté, mais ce n'est pas réellement une volonté, étant donné qu'ils ne le réalisent pas, mais dans leur constitution, ils stipulent que l'État garantit l'égalité de tous les citoyens. Mais aucun de ces 4 États ne respecte l'égalité, ce principe d'égalité. Donc, aucun de ces 4 États ne respecte ces objectifs autant qu'État moderne. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il déclare l'islam comme religion de l'État. La première discrimination est celle que subissent les femmes, étant donné que le droit qui gère ou qui administre les affaires de la famille est issu de la charia, qui est fondée sur le principe d'inégalité, donc il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Et la charia qui considère, si je prends le droit, le code de la famille algérien, et aussi chez les autres, nos voisins, on voit que la femme est considérée un être inférieur et l'homme un être supérieur. Ce n'est pas le seul domaine où ces États ne peuvent pas réaliser l'égalité ou le principe d'égalité. L'État qui se déclare appartenir à une religion particulière prend parti de cette religion, qui est la religion de l'État. Donc les individus ne sont pas tous, par conséquent, ils n'ont pas tous la même chose, la même chance d'exprimer ou de vivre leurs convictions religieuses ou non religieuses. Donc la religion de l'État, qui est celle d'une partie de la population, et non de toute la population, est promue et imposée à toute la population. Comme en Algérie, par exemple, à l'école, les enfants sont tous soumis à la même éducation religieuse, même si leurs parents ne sont pas musulmans ou leurs parents sont d'un autre islam, mais les enfants à l'école, ils sont tous, ils suivent tous le même programme de l'éducation religieuse. Et là, on voit que le principe d'égalité n'est pas respecté. Pour que le principe d'égalité soit respecté, la neutralité de l'État vis-à-vis des croyances religieuses et non religieuses est nécessaire. Le second objectif de l'État moderne consiste à garantir la liberté des individus. Le philosophe français Jean-Jacques Rousseau, qui nous parle donc de... Vous connaissez Jean-Jacques Rousseau, qui nous dit que l'égalité et la liberté sont les 2 objets principaux qui font le plus grand bien des individus. Donc, il est indispensable que dans un État, pour que les individus se sentent bien, qu'il y ait que le principe de l'égalité et de la liberté soit respecté. Jean-Jacques Rousseau, pour lui, dans l'état de nature, parce que pour Jean-Jacques Rousseau appartient à la théorie du contrat social, il dit que les individus vivaient dans un état de nature et ensuite ils sont passés vivre dans un état civil. Donc il y a eu un contrat social qui, à partir de là, les individus sont passés à un état civil. Pour lui, dans cet état de nature, les individus vivaient pleinement leur liberté, donc il n'y a pas de raison qu'ils passent à l'état civil pour bien vivre et perdre leur liberté. Donc ils ne doivent pas perdre leur liberté, ils doivent toujours vivre leur liberté, mais évidemment différemment. Donc le droit de la liberté doit être garanti et doit être respecté pour que l'État puisse, comment dirais-je, réaliser ses objectifs. Les 4 constitutions dont j'ai parlé tout à l'heure stipulent les 4 pays stipulent dans leur constitution le respect de la liberté. Mais aucun de ces pays ne la respecte. Encore une fois, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte.
Et ce qui empêche donc ces 4 pays de respecter ou de réaliser leurs objectifs, c'est évidemment le principe, l'islam et la religion de l'État, et le fait que la religion s'introduit dans la gestion des affaires de la cité. Le troisième objectif de la séparation de la politique et de la religion est d'en finir avec les contradictions qui existent au sein de la Constitution et entre la Constitution et le droit. Donc, il y a des contradictions au sein de la Constitution. Une Constitution qui stipule, qui garantit le respect ou la liberté des individus. Ensuite, on trouve dans la même Constitution des articles qui affirment que l'État protège la religion. On voit là qu'il y a un conflit entre les 2 articles qui fait que l'État ne peut pas réaliser la liberté des individus, ne peut pas respecter ce principe, mais aussi il y a des conflits, il y a des contradictions au sein de la Constitution. Donc un État qui se dit moderne et déclare l'islam comme religion d'État, et l'islam s'introduit dans la gestion de la politique, dans ce cas, on trouve qu'il y a des contradictions au sein de la Constitution. Il y a des contradictions aussi entre la Constitution et le droit. La Constitution est la loi suprême de l'État, ou la loi fondamentale d'un État. De sorte que les lois, les arrêtés, les décrets, les traités internationaux doivent être conformes aux lois de la Constitution. Car la Constitution, ce sont les lois suprêmes de l'État. Or, l'État qui ne sépare pas la religion de la politique fait que, comme en Algérie, le juriste, au lieu, surtout quand cela concerne la famille, au lieu de se référer et de promulguer des lois qui sont en accord avec celles de la Constitution qui garantit l'égalité, il se réfère à celle de la religion. Et dans ce cas, il y a une contradiction aussi entre la Constitution et le droit. Le 4e objectif que cette séparation doit réaliser, c'est d'aller vers un système juridique issu de la raison qui sera capable de s'adapter aux circonstances nouvelles et de suivre le dynamisme de la société. Car les règles de la religion qui s'introduisent dans la gestion de la cité, ces règles sont conçues pour une époque qui n'est plus la nôtre, d'une part, et d'autre part, la religion a du mal à évoluer, à changer. Donc, on a un système juridique, notamment dans le domaine de la famille, qui n'arrive pas à suivre le dynamisme de la société. Donc, il faut cette séparation de la politique et de la religion afin que le système juridique soit capable de suivre le dynamisme de la société. Le 5e objectif, et c'est le dernier que je citerai, c'est de mettre fin à l'instrumentalisation de la religion par la politique. Donc, il est indispensable que la religion ne soit plus instrumentalisée par la politique, et cela n'est pas possible, sauf si on va vers une séparation de la religion et de la politique.